Des septuagénaires jugés pour avoir menacé de mort une enseignante islamo-gauchiste. Lors de la polémique qui visait Sciences Po Grenoble en mars 2021, certains journalistes, à l'instar de Pascal Praud et Caroline Fourest, avaient accusé à tort une enseignante. Après avoir subi une vague de cyberharcèlement, celle-ci avait porté plainte contre 10 personnes. David Perrotin pour Mediapart. Je vais tenter de parler bien fort, prévient le président de la 24e chambre du tribunal judiciaire de Paris. L'audience a en effet quelque chose de peu banal. Les prévenus, présents ce vendredi et poursuivis pour harcèlement au moyen d'un service de communication et menaces de mort, sont majoritairement très âgés. Il fallait donc s'imaginer des personnes de plus de 70 ans saisir leur clavier, se connecter à leur compte Facebook et lâcher des insultes et des menaces d'une extrême violence. Leur cible, une enseignante chercheuse, accusée de n'être rien d'autre qu'une islamo-gauchiste. Pour bien situer le contexte, le président résume la situation en lisant un article de presse. Il rappelle le début de cette affaire médiatisée en mars 2021, lorsque deux enseignants, Klaus Kinzer et Vincent T, sont la cible d'affiches placardées sur la façade de l'IEP de Grenoble. Les fascistes dans nos amphis, Vincent T et Klaus Kinzer, démission, l'islamophobie tue. Le syndicat étudiant UNEF relaie l'action sur les réseaux sociaux avant de tout supprimer. Comme le racontait Mediapart, ce collage, condamné unanimement, venait après d'intenses tensions entre ces deux professeurs et une autre enseignante, Claire M, autour d'une journée de débat nommée Racisme, Antisémitisme et Islamophobie, organisée dans le cadre d'une semaine pour l'égalité et la lutte contre les discriminations. Rapidement, Klaus Kinzer fait le tour des plateaux de télé pour livrer une version comportant de nombreuses omissions. Il affirme, à tort, avoir été viré de ce groupe préparatoire pour s'être opposé à l'utilisation du terme islamophobie. En plus de l'enseignante, il accuse Anne-Laure Amilazari, patronne du laboratoire Pacte, rattaché à l'IEP, d'avoir livré son nom en pâture et d'avoir contribué à ce que des gens placardent des affiches sur les murs de l'Institut. L'accusation est rapidement reprise par Marianne, BFM TV et l'essayiste Caroline Fourest. D'après ce témoignage, c'est une enseignante et le laboratoire de recherche Pacte qui ont excité les étudiants contre ces deux professeurs et lâché la meute contre le droit de questionner un mot qui a tué. Affligeant, elle a bon dos la liberté académique, tweet cette dernière le 6 mars 2021. Tout est faux, comme l'a révélé Mediapart, mais qu'importe, l'accusation se propage en même temps que naît l'emballement médiatique. Sur CNews, Pascal Praud va beaucoup plus loin et tient à être le premier à donner le nom et le prénom de la patronne du labo. Puis intervient ce laboratoire Pacte, avec cette dame, je vais citer son nom, Anne-Laure Amilazari. Cette dame-là, c'est la directrice du laboratoire. Cette dame, c'est une militante qui avance avec le sentiment d'impunité et c'est très révélateur parce qu'on voit le terrorisme intellectuel qui existe dans l'université à travers leurs exemples, déclare-t-il le 9 mars 2021. Il n'en fallait pas plus pour que la directrice en question reçoive des centaines de messages d'insultes et de menaces de mort. Entre le 12 et le 17 mars 2021, on veut la buter, l'éliminer, lui trancher la gorge. Première invitée à la barre, Anne-Laure Amilazari veut d'abord laver son honneur, en rappelant les vérités bafouées par certains journalistes. Non, elle n'a jamais publié un communiqué officiel pour livrer le nom des deux enseignants mentionnés dans les affiches à l'IEP. Il s'agissait d'un simple courrier pour défendre une membre du laboratoire, prise pour cible par ces deux professeurs. Je suis intervenue pour assurer le respect de la laïcité et défendre une collègue, explique-t-elle, tout en précisant avoir immédiatement affirmé sa solidarité avec les deux enseignants lorsqu'elle a pris connaissance des affiches. Klaus Kinzer s'attaquait violemment à Claire M, n'hésitait pas à fustiger les musulmans, à hiérarchiser les religions en disant préférer le christianisme. Très émue, elle détaille ensuite les conséquences de cette haine virtuelle. Je craignais pour ma sécurité et d'être suivi dans la rue. Je me suis mise à passer mes nuits sur les réseaux sociaux pour voir ce qui tombait. Dans le même temps, plusieurs posts Facebook la ciblent directement et reprennent l'idée amorcée par Caroline Fourest. L'islamo-gaucho Anne-Laure Amilazari est une instigatrice de la fatwa lancée contre deux professeurs à Sciences Po Grenoble. Comme elle a trouvé normal de diffuser les photos des professeurs, rien ne va déranger à ce qu'on diffuse la sienne. Peut-on lire dans un post accompagné de la photo de la directrice et publié le 12 mars par un certain Jean-Luc. Dans les commentaires, on peut lire un flot de haine et d'insultes et les messages des 10 personnes poursuivies ce vendredi. Jacques L, 79 ans. Quand il la viole, elle aura compris à moi que ça lui plaise. Déjà, pour la violer, il faut vraiment le vouloir. Burke. Alain B, 73 ans. Qu'elle crève le cul bourré de chiffon rouge et la gueule ouverte. Annick L, 73 ans. Horrible nana, le caillou rasé, pauvre tâche, un jour viendra où tu devras te repentir.
Jean-Marie C, 60 ans. Saloupe a buté. Dominique B, 74 ans. Il faut lui trancher la gorge. Louis-Fried B, 65 ans. À l'échafaud, regardez la gueule de la bavure, à expédier au pays du Maghreb. Christian D, 58 ans. Pauvre conne, ton tour viendra. Ronan M, 56 ans. Grosse connasse, on va te buter. Et Dominique V, 56 ans. Il faut tondre cette collabo de merde. Seul Maxime D, 32 ans, se démarque en lâchant sur Twitter potence plus corde pas trop épaisse pour lui lacérer le cou à cette pute. 13 sur 2 sur les réseaux sociaux, les 4 prévenus présents à l'audience sont désormais beaucoup moins fiers. Presque tous se disent amnésiques et affirment ne pas se souvenir de toute la polémique liée à Sciences Po Grenoble. Certains minimisent aussi la teneur de leurs propos. J'ai vu le post Facebook, j'ai lu 2 ou 3 commentaires, j'ai mis le mien, mais c'est juste une insulte, pas une menace de mort, lâche Alain B, qui contraint le tribunal à se répéter du fait de ses graves problèmes d'audition. Quelle crève ne serait pas une menace de mort selon cet ancien plombier, aujourd'hui retraité, tout juste une connerie. Les mains dans les poches, il considère que ce qui est fait et tarde à s'excuser, sans vraiment penser à la principale intéressée. Je regrette bien sûr si j'avais su que ça allait me ramener des ennuis comme ça, et d'insister face à une assemblée quelque peu médusée. Je n'ai pas dit je vais la crever, j'ai dit qu'elle crève, comme si elle tombait, et que je la laissais par terre sans la ramasser. Dominique B, secrétaire de direction à la retraite qui voulait trancher la gorge d'Anne-Laure Amilatzari, aurait tout oublié. C'est parti de mon ordinateur, mais je ne me rappelle pas avoir marqué ses propos, justifie-t-elle tout en expliquant ne pas vraiment maîtriser Facebook. Louis-Fried B, 65 ans, ancien ouvrier, tente d'expliquer en quoi à l'échafaud ce n'est pas une menace de mort, puisque ça n'existe plus. Je débutais avec Facebook, je ne savais pas comment ça fonctionnait, avance-t-il avant de reconnaître. J'ai lu qu'on instaurait une fatwa contre ces profs. Je répondais à ça, mais je ne la visais pas particulièrement. Même dénégation de Christian D, 58 ans, qui tente d'expliquer en quoi écrire « ton tour viendra » n'est pas une menace de mort. Pourquoi la phrase était-elle accompagnée par 3 emojis crotte et 3 emojis flammes? J'utilise l'emoji flamme pour tout, pour les anniversaires par exemple, tente-t-il, avant de laisser sa place à Annick L. Cette femme de 72 ans se déplace difficilement et dit d'avoir été traumatisée par sa garde à vue. Depuis, je suis sous antidépresseur, confie-t-elle. Il n'y a rien à faire, je n'ai aucun souvenir de cette histoire. J'ai vu mon nom qui apparaissait sur Facebook, mais je ne comprends pas. Je ne conteste pas l'avoir écrit, mais je ne m'en souviens pas, poursuit-elle. Elle aurait donc oublié qu'elle voulait voir cette traître, l'ex-directrice du chapeau pacte, clouée au pilori et le caillou rasé. Les 4 prévenus semblent aussi sincères que vulnérables, et aucun d'entre eux ne veut laisser d'indices sur ses accointances politiques. Tant mieux, puisque le président du tribunal ne souhaite pas en savoir plus, et tient à rappeler qu'il se fiche de savoir ce qu'il pense sur le fond. Il faut attendre la plaidoirie de Raphaël Kempf, l'avocat d'Anne-Laure Amilatzari, pour avoir un profil politique un peu plus précis. Lors de leur garde à vue, en effet, la plupart ont confessé leur colère contre les islamo-gauchistes, qu'ils définissent tantôt comme des musulmans de gauche, tantôt comme des gens de gauche pro-islam. À la lecture de son audition, on découvre que Christian Day adore Éric Zemmour, et qu'il est, comme d'autres prévenus, membre du groupe L'Avenir France avec Éric Zemmour. Les gens de gauche sont des pro-islam et immigration qui organisent des réunions interdites aux gens de type caucasien et amènent des idées nauséabondes au sein des établissements publics français, déclare quant à lui Jean-Marie C, 60 ans, sous curatelle. Grâce à cette procédure, il devient évident que je voterai à tout jamais Marine Le Pen et que j'inciterai ma famille à faire de même, lâche de son côté Dominique V aux enquêteurs. Annick L, enfin, a plus de mal à disserter sur ses opinions politiques. Lorsqu'on lui demande si elle connaît le groupe Marion Maréchal on t'aime, qu'elle suit sur Facebook, sa réponse est évasive. Je peux être déjà mis en pouce, mais sans plus. L'exploration de son téléphone portable révèle pourtant de très nombreux commentaires virulents et des termes parfaitement explicites du type « nous les Français de souche »,« ma belle-fille est chinoise, mon mari est d'origine polonaise, on n'est pas raciste, jure-t-elle pourtant ». Elle affirme avoir répondu sans réfléchir et ne pas connaître Anne-Laure Amilatzari. Interrogée pour savoir ce qu'elle a contre les islamo-gauchistes, elle déroule les arguments déployés par certaines chaînes d'infos en continu. Il y a cette histoire de Samuel Paty qui avait été égorgé, vous ne trouvez pas ça horrible? Les gens qui sont poignardés pour rien, c'est affreux, c'est inhumain. Il n'y a pas que ça, tous les faits divers qu'on entend, franchement c'est horrible. Toutes ces jeunes femmes qui se font tuer, on ne vit plus dans un monde serein. Les avocats de la défense insistent sur l'âge des prévenus, qui ne sauraient pas vraiment utiliser les réseaux sociaux et ne sauraient pas vraiment qu'un commentaire publié sur le réseau est lisible par tous, dès lors que l'option privée n'est pas cochée. L'un des conseils, l'avocat Jean-Marc C, tient tout de même à évoquer la responsabilité de certains journalistes dans cette affaire,
Les chaînes d'infos en continu peuvent avoir une vraie influence, tout comme certains journalistes. Mon client a pu se dire que Caroline Fourest, qui elle est journaliste, a recoupé ses sources avant de tweeter. Pour beaucoup de personnes, et pour mon client, son tweet était une information. Les prévenus, sortes de fachosphères du troisième âge, ont en effet en commun de considérer les réseaux sociaux comme des sources à part entière et de ne rien vérifier. Ils confondent articles de presse et posts Facebook et baignent dans des groupes qui s'affranchissent de toute réalité et qui partagent la même obsession que leur journaliste préféré, la lutte contre les supposés islamo-gauchistes. Lors de sa plaidoirie, Maître Kempf livre sa déception de ne pas avoir eu les explications qu'il espérait. Je regrette l'absence totale de prise en compte de ce que Anne-Laure Amiladzari a pu dire, enchaîne-t-il. Il rappelle donc les conséquences de ces mots sur la vie de sa cliente, les 4 jours d'ITT, l'arrêt maladie, les troubles du sommeil, la dépression qui ont suivi. Il insiste aussi sur le bouleversement professionnel que cette victime collatérale de l'affaire Sciences Po a dû subir. Peu de temps après ces attaques, l'ex-patronne du laboratoire rattaché au CNRS et renommée dans le milieu scientifique, a préféré renoncer à son mandat. Si elle enseigne de nouveau depuis peu, elle dit ne plus pouvoir prendre de poste de direction. Il revient sur le rôle de Caroline Fourest qui a contribué à relayer la légende selon laquelle Anne-Laure Amiladzari avait contribué à ce que 2 professeurs d'IEP soient pris pour cible. Il n'oublie pas non plus la communauté d'intérêt politique qui relie tous les prévenus et demande qu'ils soient condamnés solidairement à une peine de 20 000 € d'amende. La procureure, elle aussi déçue de la plupart des justifications, s'étonne que tous ces gens qui prétendent dénoncer ce qui est arrivé à Samuel Paty déploient la même mécanique qui a tué Samuel Paty. Pour les 10 prévenus, elle a requis des peines avoisinant les 1 000 € d'amende à payer dans les 90 jours sous peine d'incarcération. La décision sera rendue le 13 janvier 2023. David Perrotin.